direct. Alors, donc le placement d'un Algérien en détention administrative pour des raisons de sécurité et en vue de son éloignement vers l'Algérie n'a pas violé la Convention européenne. Alors, le requérant est un ressortissant algérien, il est né en 1949. Donc en 1993, il fut condamné par un tribunal algérien à une peine d'emprisonnement de 30 mois en raison de la récolte de matériel pour besoins criminels et de fonds pour le Front islamique du salut, parti dont il fut membre dans les années 1990. Lorsqu'il fut libéré, il quitta l'Algérie pour l'Europe, où il introduisit plusieurs demandes de protection internationale, notamment en Belgique, qui furent rejetées. Par conséquent, les autorités belges délivrèrent à l'encontre du requérant plusieurs ordres de quitter le territoire belge, dont celui du 27 septembre 2017 qui fut assorti d'une décision de maintien en vue de son éloignement et d'interdiction d'entrer sur le territoire. Cette décision, qui mentionnait notamment que le requérant n'était pas en possession d'un titre de séjour valable au moment de son arrestation et qu'il avait été placé sous mandat d'arrêt en 2015 pour sa participation aux activités d'un groupe terroriste, fut prolongée à plusieurs reprises. Le requérant fut finalement libéré le 20 mars 2020. Entre-temps, le requérant avait été condamné par les juridictions pénales belges, par le juge belge, à une peine de 3 ans d'emprisonnement en 2018 pour appartenance à un groupe terroriste en Syrie et à 8 mois d'emprisonnement en 2021 pour avoir proféré des menaces à l'encontre d'un codétenu. Et bien quelques joyeusetés. Attends, c'est leur faute si j'ai été obligé de partir partir en Algérie. Tu parles de quoi tu parles des Yons. Comment on appelle ça? J'ai dû louper un épisode. Bon, grief. Donc, je vais juste baisser un peu le son. Merde. Parce que là, je me rends compte quand même que le son de la musique est encore un peu fort. Alors, donc, le requérant invoque les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc droit à la liberté et à la sûreté, et droit à faire statuer dans un bref délai sur la légalité de sa détention, et interdiction des traitements inhumains ou dégradants, donc article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 14 août 2019. Alors, sur l'article 5, en ce qui concerne le but et la légalité de la détention, la Cour européenne des droits de l'homme note que la détention administrative du requérant a été ordonnée le 20 septembre 2017 alors qu'il n'avait pas été autorisé à résider en Belgique, mais qu'il y avait été incarcéré. Les autorités belges ont constamment suivi, par le biais de mesures successives de détention, et tout au long de celles-ci, le dessein d'éloigner le requérant vers l'Algérie. Elles ont en outre procédé à la réévaluation du risque qu'il pouvait encourir en cas d'éloignement. Donc des préoccupations d'ordre public et de sécurité nationale ont posé lourdement dans le choix de le maintenir en détention durant l'examen de sa demande d'asile. Par conséquent, la détention initiale du requérant, ainsi que son maintien en détention pendant les périodes subséquentes, entrer dans les prévisions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, plus particulièrement le paragraphe 1 au F. Alors, on va regarder un petit peu la Convention européenne des droits de l'homme, donc article 5, Convention européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ah d'accord, le Front islamique de libération des extrémistes, rien de plus. D'accord, ok. Ouais, c'est de leur faute si t'as été obligé de partir de l'Algérie. Punaise. En tout cas, soutien à toi Dayon, pour avoir subi on va dire cet événement à cause d'une bande d'extrémistes. Alors donc l'article 5, donc toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. Donc là le principe c'est toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, donc ça c'est le principe, et après vous avez toute une série d'exceptions donc qui sont inscrites aux lettres A à F. Et là le cas qui a été évoqué par la Cour européenne des droits de l'homme c'est le F.
Donc nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Voilà. Donc ça, malheureusement, le F, c'est ce qui concerne les étrangers en situation irrégulière. Voilà. Donc là, vous avez la base légale, si je puis dire, le texte qui concerne la privation de liberté qui peut être ordonnée à l'encontre de personnes étrangères. Voilà. Donc il n'y avait pas non plus de raison de considérer que ces détentions ne respectaient pas les voies légales. Voilà. Donc là, pour le coup, la Cour européenne des droits de l'homme, pour le moment, valide la détention du requérant, et notamment parce qu'il y avait des préoccupations d'ordre et de sécurité nationale. Voilà. Et aussi, il y avait eu apparemment une analyse, comment on appelle ça, une analyse des risques qui pouvaient découler si on éloignait le requérant. Voilà. Donc il y avait une évaluation des risques. Et il n'y a pas de quoi, Dayon, pour... Je veux dire, c'est normal. Normal que je soutienne, que je te soutienne, on va dire verbalement. Alors en ce qui concerne la nécessité de la détention, la Cour européenne des droits de l'homme relève que la situation du requérant ne pouvait être comparée avec celle d'autres requérants demandeurs d'asile qui présentaient une vulnérabilité particulière et à l'égard desquels elle a souligné la nécessité d'envisager une alternative à la détention. Donc là, on voit que ici, la Cour européenne des droits de l'homme prend en compte la situation dans laquelle se trouve le demandeur d'asile. C'est-à-dire que si on se rend compte que le requérant est dans une vulnérabilité particulière, on va dire c'est quelque chose qui est pris en compte pour savoir s'il y a lieu de mettre en détention la personne. Là, apparemment, le requérant ne pouvait pas être mis dans le même panier que des demandeurs d'asile qui étaient en vulnérabilité particulière. Par ailleurs, l'intéressé a eu accès aux soins médicaux et des services de soutien psychologique qui lui ont été proposés. Par conséquent, on ne saurait reprocher aux autorités belges... Ouais, voilà. On ne saurait reprocher aux autorités belges de ne pas avoir opté pour des alternatives à la détention. Donc pour le moment, c'est validé parce que pour le moment il y avait une nécessité de la détention parce que le requérant n'était pas dans une vulnérabilité particulière et il avait bénéficié de soins et en plus et aussi de services psychologiques. Voilà. En ce qui concerne la durée de la détention, la Cour européenne précise qu'elle est sensible au caractère particulièrement long d'une détention de la détention administrative du requérant. Toutefois, elle note que les autorités belges ont agi avec la diligence requise concernant le déroulement de la procédure d'expulsion. En outre, l'examen de la troisième demande d'asile du requérant était particulièrement complexe et emportait des évaluations importantes liées à la clarification des risques effectivement encourus par celui-ci en Algérie en raison de la situation générale dans ce pays mais aussi de sa situation personnelle. Ouais, donc quand même, il y avait... alors, au-delà de son passé qui pouvait être... lié au terrorisme, etc. Bon, mais même en dehors de ça, je pense que ce qui est quand même intéressant, c'est de voir ce que la Cour européenne des droits de l'homme, comment elle analyse. On voit comment est-ce qu'elle analyse le volet durée de la détention. Elle essaie de prendre en compte la manière dont les autorités nationales, donc là en l'occurrence les autorités belges, ont évalué, si je puis dire, les risques que pouvait encourir la personne si elle était renvoyée en Algérie, notamment au regard de la situation du pays et aussi au regard de la situation personnelle de celui-ci. Ah, ça salue Silaosa, comment tu vas? Thermomix sur toi. Bon bah, je veux dire, bon, autant que je balance un Thermomix pour tout le monde, voilà. Ah, ben... Il fonctionne pas le Thermomix? Ah ben si, c'est juste j'avais pas appuyé assez fort.
Alors, Dédéon qui sort le sel, il faut le renvoyer en Algérie, l'armée va bien le recevoir, plus de 300 000 morts à cause d'eux. Je veux dire, à cause du front, comment on appelle ça? À cause du front islamique de libération. Là-dessus, enfin, je sais pas, je demande, parce qu'encore une fois, j'ai pas du tout les bails. Oui, d'accord, ouais, le FSI, d'accord, ok. D'accord, ok. Je savais pas qu'il y avait un bilan aussi aussi élevé, quoi. Après, encore une fois, c'est les chiffres que tu donnes des ions, et là, je te fais confiance. J'ai pas du tout, j'ai aucune data à ce sujet. Encore une fois, je veux dire, pas le passé du requérant en tant que terroriste, c'est une chose, Après, je trouve que le plus intéressant, c'est de voir, comme je le rappelle, c'est de voir comment la Cour européenne des droits de l'homme effectue le contrôle de la situation, enfin le contrôle de la détention d'une personne étrangère, voilà. Alors, par ailleurs, tout au long de l'instruction de la demande d'asile, le cas du requérant impliquait des considérations tout aussi importantes liées à la sauvegarde de l'ordre et la sécurité publique eu égard au profil dressé par les autorités belges, en l'occurrence les services de la sûreté de l'État et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, et au risque de prosélytisme identifié par ces organes. Voilà. Donc, au vu du risque réel de dangerosité présenté par le requérant, mais aussi des condamnations pénales encourues, il n'appartient pas à la Cour européenne des droits de l'homme de remettre en cause cette appréciation des autorités nationales, qui n'apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme, elle se cantonne à vérifier s'il n'y a pas non plus un caractère arbitraire et une appréciation manifestement déraisonnable des autorités nationales, mais par contre, elle va pas non plus aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a quand même une marge d'appréciation qui est laissée aux autorités nationales, à savoir prendre en compte les condamnations pénales qui ont été qui concernent le requérant, donc l'étranger, et aussi l'analyse de sa dangerosité, au vu notamment du prosélytisme qui pourrait découler de la personne. Voilà. C'est-à-dire pousser les gens à avoir une pratique radicale de l'islam et pousser au terrorisme. Voilà. Alors, le drapeau algérien a été modifié après cette période. Le croissant et l'étoile rouge sang sont plus gros maintenant. Enfin, je sais pas si tu dis ça en trollant Dayon ou si c'est vrai. Encore une fois, là-dessus, je suis totalement aux fraises au niveau de ces questions. N'hésite pas à me préciser si c'est sérieux ou si c'est du troll à mettre un capa. C'est sérieux, d'accord, ok. Je savais pas, parce que je savais pas qu'il y avait une modification parce que encore une fois, la situation en Algérie, je suis pas du tout. Oui, il y a pas de problème. Et encore une fois, quand je disais ça, je préférais demander. Je préfère demander et avoir l'air bébête plutôt que de dire oui bêtement, ou même de penser que c'est du troll. Voilà. Mais je savais pas, parce qu'encore une fois la situation en Algérie et encore une fois on va dire je sais pas combien de temps la période elle a duré, etc. Donc là-dessus, encore une fois, si tu peux balancer des informations, et ça peut, on pourra tous en profiter. Et je te remercie d'ailleurs de nous, encore une fois, si t'en as envie, parce que ça doit te rappeler, j'imagine, des périodes difficiles, donc te sens pas obligé. Il est si jeune. Ouais, mais c'est surtout que j'ai un manque de culture politique, et surtout à l'international, donc je préfère le reconnaître, et si vous avez des connaissances. Plus de 10 ans de guerre civile, putain, l'enfer. C'est incroyable, bref. Et apparemment, ouais, donc de ce que je vois, c'était comment on appelle ça? Je vois qu'il y a eu, donc la personne en question, elle avait été condamnée en 1993. Parce que après,
Ouais, dont il fut membre dans les années, ouais, donc j'ai l'impression que c'était, ouais, donc dans les années 90 qu'il y avait eu ce front islamique. Alors après, je sais pas s'il existe toujours ou s'il a été dissous, ou s'il est encore présent, si ce mouvement est encore fortement présent en Algérie. Là-dessus, je sais pas. Si t'as des infos, Dayon, je suis preneur. Ou Dayon ou d'autres personnes qui seraient renseignées sur le sujet. Du coup, j'en étais où? Alors donc là on était, ouais. Donc là on était sécurité publique. Non. Excusez-moi, je suis un peu perdu parce que je passe un peu du coq à l'âne. Donc enfin, les juges judiciaires, donc belges j'imagine, ont à chaque fois estimé que la détention du requérant était justifiée par des motifs tenant principalement à sa dangerosité et à la préservation de l'ordre public et de la sécurité nationale. Ces considérations ont été renforcées par la condamnation pénale intervenue en avril 2018 pour appartenance à un groupe terroriste. Par conséquent, la durée de la détention du requérant n'a pas en l'espèce excédé le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi par les autorités belges consistant en l'éloignement du requérant vers l'Algérie. Donc il n'y a pas eu de violation de l'article 5 paragraphe premier paragraphe et petit f de la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà. Bon, pour ce qui est de l'autre volet de l'article 5, donc le droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention, les juges d'instruction belges ont systématiquement vérifié, tant au regard du droit belge, donc droit interne, que celui de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ils ont vérifié que la détention du requérant avait pour but son expulsion et que les autorités administratives belges se montraient diligentes sur ce terrain et que sa dangerosité avait été confirmée et que la procédure d'asile poursuivait son cours. Aucune décision judiciaire n'a constaté l'illégalité de la détention. Dès lors, le requérant ne peut être considéré... Alors, enfin, on ne peut considérer que le contrôle de la détention du requérant opérée par les juges belges n'aurait pas été d'une ampleur suffisante au regard de l'article 5 paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors si on retourne sur l'article 5, donc on a attends, il y a un paragraphe, il est où le paragraphe 4? Ah attends, il est là le paragraphe 4. Donc le paragraphe 4 de l'article 5, c'est toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale. Ok. Donc c'est bon à savoir. Donc concernant l'article 3, donc sur les conditions de détention, le requérant se plaint du régime de chambre pendant les derniers mois. Pendant les premiers mois de détention administrative au centre fermé de Votem, en Belgique. À cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que l'isolement cellulaire ne constitue pas en soi une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle précise aussi qu'une interdiction de contact avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou de protection ne constitue pas en soi une peine ou un traitement inhumain. Bon, c'est bon, c'est... Oula, alors attends. Donc là j'essaie de voir. Bon, je vais l'autoriser. Je vais l'autoriser Dayon. Alors, le fils est éradiqué maintenant, mais l'armée a aussi joué un mauvais rôle dans cette histoire, corruption et bavure. Donc éradiqué. Donc mais il y a eu aussi l'armée qui a fait beaucoup de saloperies aussi. Voilà. Bon. Le mot saloperie, bon, je sais pas si c'est... si je pense que c'est... tu me diras, je pense que c'est comme le terme con, tu vois, c'est... Je pense que, tu sais, il y a la connotation avec le terme salope, etc. Donc, bon. Après, c'est tout. Là, j'essaie maintenant de faire... comme je peux, de faire attention à utiliser le... Dans la vie courante et essayer de limiter l'usage de ces propos qui peuvent être teintés de sexisme, mais bon, encore une fois, du moins je pense, il me semble que saloperie, je crois que ça peut être rattaché à ça, mais bon, encore une fois, après je l'avais mis en automode, parce que je pense que
Je pense qu'il y avait certaines personnes mal intentionnées qui pouvaient l'utiliser. Oui, oui, c'est une sale période et beaucoup de généraux en roue libre. D'accord, ok. Bon ben, en tout cas, merci pour ton témoignage et tes informations à ce sujet, Dayon. Donc à cet égard, donc là on l'a vu, donc en l'espèce, le requérant a été placé au sein d'une aile spéciale pour détenus considérés comme dangereux pendant 5 mois et demi. Il y était soumis à un isolement partiel. Par la suite, il a été admis à partager la vie de groupe quelques heures par jour. Toutefois, en raison d'incidents concrets attestant d'un comportement antisocial et prosélyte à l'égard des autres résidents, il a à nouveau été placé en régime de chambre. Un régime de groupe partiel a ensuite été instauré en mars 2018, puis un passage à un régime de groupe ordinaire. La détention du requérant a donc été réévaluée par la direction du centre en fonction de son profil et de son comportement. Les autorités internes ont établi que le requérant était connu pour sa radicalité et avait de nombreux contacts avec d'autres personnes impliquées dans des dossiers terroristes et qu'il avait été classé à un niveau 3 sur 4 sur l'échelle de gravité de la menace terroriste et extrémiste et qu'il s'était rallié activement à un groupe terroriste lors de son séjour en Syrie. Par ailleurs, la crainte que le requérant n'adopte une attitude asociale et prosélyte et procède à des recrutements dans une aile classique à l'égard des autres résidents s'est avéré par la suite. Enfin, aucun élément du dossier durant le maintien du requérant en régime de chambre n'a constaté de conséquences néfastes de l'isolement sur la santé, que ce soit physique ou psychique. D'ailleurs, j'ai oublié, Silaosa, faut que je te fasse ton petit SO. Voilà, petit SO traditionnel, excuse-moi, j'ai oublié. J'en étais où? Donc par conséquent, le requérant n'a pas été soumis durant sa détention en régime de chambre, en centre fermé, à un traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bref, il n'y a pas eu de violation de la Convention européenne des droits de l'homme dans le cadre de l'éloignement et la détention de cette personne. Voilà. Du coup, je vous partage, je vais vous partager le lien vers ce communiqué de presse de l'édition de la Cour européenne des droits de l'homme, si ça vous intéresse. Et ensuite, vu l'heure, je vais passer directement à Vendôme. Voilà. Mercredi. Ah punaise, bon. Hop alors. Donc vous ne pourrez pas voir correctement cette décision parce que bon, j'ai pas eu la possibilité donc de zoomer. Alors donc par une requête, donc là on va faire une nouvelle, donc on va mettre fin à la